Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes chers équilibristes, bienvenue dans le 51e épisode, le dernier avant une pause de quelques semaines. Je suis très heureuse de vous partager cet épisode parce qu'il réunit pas mal d'ingrédients qui me tiennent à cœur dans le projet des équilibristes. Vous allez y découvrir Anne Le Sueur-Nedart, directrice de la transformation chez l'Occitane, maman de 2 enfants, pratiquante de yoga kundalini et férue de lecture. Anne, je l'ai rencontrée grâce à Diane, fidèle auditrice des équilibristes. Elle savait que je voulais interviewer des personnes qui avaient vécu un bouleversement professionnel et qui étaient restées dans le salariat. Et elle m'a un jour envoyé un message en me disant « Il faut vraiment que tu parles à Anne ». Et Diane avait raison, je l'en remercie. L'histoire d'Anne fera sûrement écho pour beaucoup d'entre vous. Une vie riche, pleine d'amis, de passions, de voyages pro, et puis l'arrivée des enfants, heureuse et aussi pleine de réajustements pas toujours simples à naviguer. Dans le cas d'Anne, un enchaînement de changements, de lieux de vie, de travail qui l'ont menée dans le rouge. Alors on a parlé de tout ça, décortiqué pas mal de notions comme la zone de confort, l'agilité, la vulnérabilité et l'authenticité, sur lesquelles j'ai beaucoup questionné Anne. On s'est demandé ce que ça veut dire être fort ou forte. On a parlé d'organisation très consciente de son temps. Pas pour tout rentrer au chausse-pied, mais pour se sentir nourrie. Et Anne a partagé son point de vue sur cette volonté de tout avoir avec une très belle réflexion sur les différences entre le temps court de la petite enfance et le temps long de la carrière. Cet épisode, je vous le disais, c'est un peu la raison pour laquelle j'aime tant faire des podcasts. Il nous offre le cadeau du recul des autres, dont on peut s'inspirer pour avancer dans sa propre vie. Anne nous offre ici beaucoup de ses apprentissages, beaucoup de sa sagesse, à méditer et laisser décanter pendant l'été. Bonne écoute les amis. Bonjour Anne. Bonjour Sandra. Merci beaucoup d'être mon invitée. Je suis très très heureuse de t'accueillir, surtout après la riche conversation de préparation qu'on a eue. On a plein de choses à se dire. Je vais te laisser commencer par te présenter aux auditeurs et auditrices. Qui es-tu Anne ? Oui, écoute, moi je suis donc Anne, si on a compris. J'ai 42 ans, donc je suis mariée à Anthony et j'ai 2 enfants, Sam qui a 12 ans et May qui a 9 ans. Je vis près de Genève, où je travaille chez l'Occitane et je suis en charge de la transformation. On va en parler de la transformation et de ce que ça veut dire et tout. Je disais, on a plein de choses à se raconter aujourd'hui et j'aime bien commencer par le tout début et comprendre un peu qui t'étais quand tu étais petite fille. À quoi tu rêvais, dans quel environnement et avec quel message tu as grandi, avec quelles ambitions aussi peut-être tu t'es construite. Oui, alors moi, je pense qu'il y a eu un événement marquant quand j'étais petite, c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Et je pense que ça a marqué ma petite enfance. Je pense qu'il y avait une partie un peu triste, évidemment, mais ça m'a aussi donné une grande force d'adaptation. Parce que finalement, quand on passe un coup chez papa, un coup chez maman, il y a des nouveaux petits amis de maman, la nouvelle petite amie de papa. Et en fait, je me suis toujours appris à m'adapter du coup à des contextes très variés et des ambiances très différentes. Donc ça, je pense que ça m'a pas mal forgé de caractère et aussi quelque part, quelles que soient les circonstances, à être quelque part à sentir que moi, j'avais une force en moi qui était là, etc. Donc je pense que ça a beaucoup forgé qui je suis aujourd'hui. Et après, il y a eu toute une notion autour du travail qui était forte dans ma famille. Il faut travailler. Voilà. Et puis, ma maman m'a aussi beaucoup dit il faut être indépendante financièrement, il faut être indépendante financièrement. Ça a été très, très répété. Elle travaillait, ta maman ? Non, mais c'était ça, en fait, aussi, je pense. L'histoire, elle s'est mise à travailler plus tard. Mais quand j'étais petite, elle ne travaillait pas. Et je pense qu'elle l'avait bien en tête. J'ai aussi grandi, je pense, je viens d'une famille, il y a beaucoup de médecins, etc. Donc, il
il y a aussi une notion d'attention à l'autre, en fait, je pense, dans laquelle j'ai grandi, qui est très forte, et d'aider les autres. Donc ça c'est fort, sans tomber non plus dans le travers de la suraide et du sauveur, mais ça, j'ai grandi avec ça. Et alors, mes rêves, moi, quand j'étais petite, je me revois dans le grenier de la maison. On avait une pile du magazine Géo. Je ne sais même pas s'il existe encore, ce magazine, c'était chouette. Et je feuilletais, c'est le truc. Ouais. Et je rêvais, moi, d'être reporter photographe. Et d'aller parcourir le monde et de pouvoir raconter, en fait, des histoires de ce qui se passait dans le monde. Et je pense que j'ai toujours eu un énorme goût du voyage et de la découverte et une curiosité. Et ça m'animait. Et c'est assez drôle parce que quand je regarde mon parcours professionnel, donc je ne suis pas reporter photographique, mais par contre, j'ai toujours eu des postes de découverte, de défrichage, où il fallait repartager aux autres ce que je découvrais, etc. Et je pense que ce truc-là qui m'animait, il m'anime depuis mon enfance. En fait. C'est hyper intéressant. C'est cette idée de curiosité qui peut se manifester de plein de manières. Quand on s'était parlé pour la première fois, tu me disais que tu t'étais jamais posé la question de l'équilibre avant d'avoir des enfants. Et ça m'intéresse que tu nous expliques comment était ta vie avant l'arrivée de tes enfants. C'était très chouette. Ça l'est toujours d'ailleurs. Avant l'arrivée de mes enfants, j'étais avec mon amoureux, qui est maintenant mon mari. On avait tout un groupe d'amis. C'était vraiment la génération Friends. Donc, on habitait en plus pas mal on était tout un groupe qui habitait dans la même rue. Donc, c'était sympa. On a eu donc tous ces temps-là. Il y a eu pas mal de voyages. C'était ça. Et moi, je pense que très tôt, il m'est venu quelque chose qui était que j'avais envie d'être heureuse dans la vie. Moi, il y avait eu ce divorce quand j'étais petite, quand j'avais 3 ans. Il y en a eu un deuxième entre ma mère et mon beau-père quand j'avais 17 ans qui m'a profondément marquée. Et je me souviens, à 18 ans, j'étais à la bibliothèque dans ma ville natale à Strasbourg et j'ai lu des statistiques sur les enfants divorcés. Et alors là, c'était horrible. Je me souviens du truc. Franchement, alors, chance de divorcer, moi aussi, énorme. Chance de rater ma vie professionnelle. Enfin, je ne sais pas qui avait fait cette étude, mais c'était un petit peu catastrophiste. Donc, Dieu merci, ça ne se passe pas comme ça. Et je me souviens de m'être dit, mais moi, je ne veux pas être une de ces statistiques. Ouais. Moi, j'ai foncièrement envie d'être heureuse et de construire quelque chose. Alors, et être heureux, c'est pas forcément que ce soit tout le temps les petits oiseaux, etc. Ouais. Mais c'était d'avoir une force en moi qui était plus... une capacité à prendre les choses différemment, etc. Et j'avais vraiment envie de construire ça. Parce que j'avais quelque chose en moi qui était un peu triste. Et j'avais pas envie de rester là-dessus. Donc, très tôt, en fait, j'ai cherché à me développer, à comprendre qui j'étais, Alors, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, j'ai été suivie, ça fait tout de suite le malade, mais j'ai cherché aussi à aller me faire aider, en fait, sur les questions que j'avais. Et donc, j'ai toujours eu cette volonté-là d'avancer. Et donc, ça m'animait avant d'avoir des enfants, et puis ça continue de m'animer, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de tes enfants, justement ? Qu'est-ce que ça a bouleversé ? Pas mal de choses. Déjà, je pense qu'il y avait des choses d'enfance qui sont revenues à la surface. Donc, moi, j'avais besoin de trouver comment est-ce que j'allais être maman, moi. Je trouve que ça bouleverse aussi le couple. Il faut qu'on retrouve nos marques à 2 quand on devient 3 et quand on n'est plus que tous les 2. Et puis, ça a beaucoup bouleversé mon rapport au travail aussi. Parce qu'avant, je faisais ce que j'avais à faire, je comptais pas mes heures, etc. Puis là, d'un coup, il fallait partir à 18h, récupérer mon fils, la nounou. Et ce 18h était une source d'angoisse terrible pour moi. Donc, du coup, ça a demandé... finalement... moi, j'ai trouvé ça très dur, ce démarrage de la maternité. J'entends beaucoup de mamans qui disent qu'elles ont eu un moment difficile à l'arrivée du deuxième enfant, mais moi, ça a été le premier parce que j'ai eu l'impression qu'il fallait complètement que je réinvente des pans de ma vie. Dans mon organisation, dans mon rapport aux autres, et je pense dans une forme de liberté aussi que je n'avais plus. Et c'était bien normal. Mais voilà. Donc moi, je pense que ça a été cette réorganisation de mon temps, surtout, qui a été très forte. Ouais, tu parles de liberté, ça veut dire quoi pour toi, ça ? Cette liberté, moi, j'aimais pouvoir voyager facilement. Là, voyager, c'était avec un petit parapluie, un truc, un machin. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu moins fluide. Pouvoir aller se faire un ciné comme on voulait, à 2, tout ça.
tout ça s'était changé en fait. Mmh. Alors il y avait plein d'autres choses géniales à côté, mais il y avait un deuil Ouais. à faire de la vie d'avant en fait. Ouais justement sur, l'impact au niveau du travail, comment ça s'est passé quand tu as repris après ton congé maternité? Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là? Ouais, alors celle-là, c'était pas triste, je dirais. En fait, je pense que j'ai fait une erreur. En plus, une personne m'avait prévenue, puis je me suis dit: «Mais non, ça va aller». J'ai fait une erreur, c'est que, j'ai été mutée à Genève. Je quittais Paris pour être mutée à Genève sur un poste que je connaissais pas, avec un bébé, alors qu'avant j'avais pas de bébé. Je passais de habiter en ville à habiter en rase campagne et en fait, a quitté tout notre groupe d'amis Mmh. pour ne plus vraiment avoir de vie sociale. Enfin et du coup, j'avais plein de choses qui me ressourçaient, Mmh. sur lesquelles je m'appuyais, que je n'avais plus et ça a été hyper dur, ce démarrage et je me suis dit: en fait, il y a parfois des défis qui nous font du bien, puis il y a les défis qui nous mettent dans la zone rouge et là, je me suis Ouais. clairement mise dans le rouge, en fait. Ouais. J'ai fait trop de changements en même temps, j'ai été trop optimiste sur, tout ce que ça allait faire et du coup, à mon deuxième congé mat, j'ai été beaucoup plus prudente et j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le poste que j'avais déjà avant. Enfin, ça a été beaucoup, beaucoup plus fluide Mmh. et je me dis, bon, il fallait certainement que je le vive, Mmh. de passer par là, mais en tous les cas, ça a pas été un moment facile et ça a été un moment de forte adaptation et où clairement j'étais déprimée en fait. J'étais pas très bien, quoi. J'étais pas bien dans mes baskets, pas bien physiquement, pas bien dans mon job, bref, je trouvais pas bien ma place dans tous ces chamboulements. Et sur quoi tu t'es appuyée pour t'en sortir? Bah, déjà, j'ai eu un mari, génial, Mmh. parce il a été hyper soutenant. Et j'ai, beaucoup entendu de partages depuis de gens, qui ont connu c'était une forme de dépression un peu postnatale finalement. Enfin, je sais, Ouais. tout cumulé et cetera et mon mari a été hyper soutien. Il m'a, pas du tout jugée, il m'a aidée et cetera. J'ai eu, je pense, des collègues, chouettes aussi, Mmh. dans cette arrivée à Genève. Et puis je pense qu'aussi j'ai appris, aussi ce qui m'amenait de l'énergie, ce qui pouvait m'en enlever. Mmh. Et à cette époque-là, tout ce cadre de vie m'en enlevait énormément. Mmh. Notamment, moi, j'ai eu du mal à m'adapter à la vie à la campagne. Ouais. Maintenant, j'aurais peut-être du mal à retourner en ville, mais sur le coup, je me souviens d'aller faire un week-end à Lyon avec mon mari et mon fils. Et alors moi, au milieu du bitume et des gaz d'échappement, bah, je reprenais des couleurs, en fait. Donc, ça allait beaucoup mieux. Mmh. Et du coup, j'ai appris, bah, en fait, voilà, transition ville-campagne trop radicale, ça a été un peu trop pour moi. Ouais. Et du coup, voilà, par petites touches, j'ai réappris à reprendre confiance en moi. Et puis aussi, j'ai commencé à faire du sport au bout d'un moment, Mmh. ce qui n'avait jamais été dans ma nature. Je m'étais offert un coach à domicile parce que je m'étais dit, bon, là, je ne pourrais pas y déroger, ce sera devant la porte. Je peux pas, bon, les excuses vont être limitées quand même. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Mmh. Tu as dit un truc hyper intéressant, et c'est une notion dont on a parlé avec mon invité dont l'épisode est sorti aujourd'hui, Stéphanie Nadeau, cette idée de zone de confort. Parce que tu sais, on parle tout le temps on a cette espèce de mythe de il faut sortir de sa zone de confort et tout. Et en fait, il y a un niveau où on sort tellement de sa zone de confort Mmh. qu'on se met en danger en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris avec cette expérience-là justement par rapport à ça? C'est rigolo parce que la semaine dernière, j'ai eu une formation et j'ai réussi à l'intellectualiser, en fait. Ouais. C'est vraiment ce qui est, bon, la zone d'ennui, bon ça c'est pas Mmh. bon, la zone de maîtrise, ça c'est bien d'y être un peu, Ouais. la zone un peu, du challenge, du petit challenge, du plus gros challenge et la zone de rouge. Ouais. Ben, en fait, c'est que la zone de rouge, il faut pas y aller et que se Ouais. mettre des challenges, c'est chouette et c'est motivant et ça embarque et cetera, en l'équilibrant avec une zone de maîtrise. Ouais. Mais là, je maîtrisais rien. Il y Ouais. avait aucun des sujets sur lesquels j'étais à l'aise. Donc en Ouais. fait, c'est là que je me suis retrouvée dans le rouge, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Hem en termes de rouge, d'ailleurs, justement, il y a un sujet dont on avait un petit peu parlé ensemble la première fois qu'on s'était parlé et qui fait beaucoup écho pour moi et je sais pour certaines auditrices aussi, c'est la question des déplacements pro et de l'impact que ces Ouais. déplacements-là ont sur nos vies. Je sais qu'il y a eu une période où tu as été beaucoup en déplacement aussi. Hem, comment tu as vécu ça? Comment tu arrivais à trouver un bon mix pour, arriver ou pas à prendre soin un peu de toutes les facettes de ta vie? Heu,
Bah là aussi, mais je pense que c'est un petit travers que j'ai, mais sur lequel j'ai énormément appris. Et finalement, je suis contente d'être passée aussi par ces zones de rouge parce que ça m'a indiqué où elle était, la zone de rouge. Moi, comme je disais au début, voyager, j'ai toujours aimé ça. Voir Mmh. le monde, me nourrir des choses, être curieuse, etc. Donc, quand j'ai eu un poste où j'avais l'occasion de beaucoup voyager, mais j'étais aux anges. Mmh. Alors, malgré le fait que je voyais moins mes enfants, mon mari, mais moi, de me dire, je vais à Tokyo, à Shanghai, à New York et tout, j'étais trop contente. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, j'étais un petit peu moins contente Mmh. parce que quand même, c'était très, très intense. Je voyageais vraiment beaucoup. J'étais pas mal de décalage horaire. Enfin, je reparle aussi par le corps parce que je me suis Ouais. rendu compte de cette importance. Au bout d'un moment, j'avais du mal à faire du sport. Le coach à domicile, il ne me suivait pas dans les déplacements. Je mangeais moins bien. Enfin, j'avais pris du poids. J'étais pas bien. Mmh. Puis il y a eu des moments, je me souviens d'une fête des mères passée dans un aéroport en Asie Ah, ouais. où j'ai fini par me balader dans le duty free. Alors c'était sympa, j'ai fini par me faire un cadeau à moi-même, qui était un petit bracelet chez Hermès, très joli, en cuir, machin. Mmh. Puis je me suis dit, je suis bien avec mon bracelet Hermès dans l'aéroport, mais en fait, je voudrais mon collier de pâte, là. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. et Ouais. voilà, donc je l'ai toujours, ce bracelet, il est très joli. Puis je le regarde avec beaucoup d'amour, parce qu'il me rappelle aussi Mmh. cette période-là. Et après, je pense que les voyages se sont calmés en changeant de poste. Et puis, je pense j'ai continué à voyager, bon, évidemment, sauf période Covid, mais juste au bon rythme et à la bonne dose pour que ce soit enrichissant, que j'apprenne des choses et que je puisse aussi voir mes collègues à l'étranger, en fait, parce qu'il Mmh. y a quand même ce besoin-là Ouais. de nourrir des relations. Mais avec la bonne fréquence et puis en me mettant aussi des rituels là, même s'il y a des décalages horaires, je me lève un petit peu plus tôt, je garde du sport, je m'assure d'avoir un petit temps où je vais marcher. Enfin, voilà, j'avais appris aussi ce qui me convenait dans le rythme pour pas que je me sente grillée à la fin. Faire attention au repas aussi, parce Mmh. qu'avec les décalages horaires, il y a des fois on fait un repas de plus, un repas de moins, et de Mmh. faire attention à ça. Bon, parce que la nourriture, forcément, impacte aussi beaucoup sur notre état physique et mental. Mmh. Voilà, donc petit à petit, tout ça s'est ajusté, mais j'ai trouvé. Et en fait, en Mmh. passant par des zones de rouge, j'ai compris enfin, ce que je disais, j'ai compris où c'était. Où c'était, ouais. Tu as évoqué, implicitement, un changement de poste. Est-ce que tu peux Ouais, nous parler de cette transition que tu as vécue? ouais. Alors, j'avais un poste avant, moi, j'étais pendant 15 ans dans du digital. Et j'ai adoré et j'adore toujours ce sujet. Parce que justement, pour l'esprit curieux que j'ai, qui aime découvrir et puis retransmettre derrière, c'est un terrain de jeu formidable parce que ça bouge très vite, il se passe plein de choses, il y a toujours plein de choses à découvrir. Pof, il y a une nouvelle technologie, un nouveau truc. J'ai adoré ça et là, je suis passée sur un poste, en fait, qui est beaucoup plus tourné vers l'interne, mais alors très, très complémentaire avec le digital, qui est autour de changement de culture, changement des façons de travailler pour être finalement, bon, je mets un peu des guillemets parce que le mot est un peu utilisateur et à travers, mais plus agile. Et en fait, c'était rigolo parce que ça allait aussi un moment de transformation personnelle. Mmh. Moi, j'ai eu un petit moment pas facile au boulot où j'ai dû pas mal me remettre en question, même Mmh. franchement me remettre en question dans ma façon de faire, ma façon d'être, etc. Et en même temps, j'accompagnais l'organisation dans un changement de posture lui aussi. Ouais. Et en fait, c'était génial. Et en même temps, je me mettais, moi, beaucoup au yoga et au yoga Kundalini et j'apprenais d'ici et maintenant, d'être plus centrée. Et en même temps, c'était quelque part ce que j'apprenais aussi à l'organisation par l'agilité. Donc, c'était rigolo parce qu'il y avait un beau parallèle qui se faisait entre mon chemin personnel et le chemin de l'organisation. Ouais, c'est ça, tu as fait une formation en parallèle du boulot, tu as carrément fait une formation, tu étais pas juste, pratiquante de Oui, yoga, quoi, ouais. ouais, j'ai fait une formation. Oui, alors j'ai été formée, je n'enseigne pas, Mmh. mais je suis allée vraiment plus loin. J'avais besoin de découvrir parce que c'est un yoga, enfin, il y a beaucoup d'autres gens qui en parlent, mais qui a eu un tel impact sur moi, en fait, en termes je parlais de centrage, de justesse, de trouver ce qui était bon pour moi, d'écoute de mon corps, parce que alors Mmh. mon corps, enfin, comme je l'ai dit avant, c'était un truc que je n'écoutais pas, c'était une espèce d'enveloppe qui me portait et Mmh. je ne l'écoutais pas du tout. Donc ce yoga m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, m'a aidé à mieux sentir, par moments, enfin aussi à faire taire l'ego beaucoup plus, parce que notamment les voyages, les beaux postes, les trucs, ça ravive des flammes d'ego Mmh. qui n'amènent pas toujours au bon endroit.
Et ça a aussi appris à calmer ce bout-là. Mmh. Et ce qui est frappant, je trouve, quand on t'écoute, c'est à quel point de tes apprentissages, tu as ensuite, construit les choses avec beaucoup d'intentionnalité, avec beaucoup de conscience. Tu t'es découverte, tu as appris des choses sur toi que tu as réinjectées dans ta façon de modeler et ta carrière et tes journées et tout ça. Et quand on avait échangé la première fois, tu avais dit quelque chose qui m'avait marquée. Tu disais: «Avant, j'organisais ma journée en intégrant le fait que j'allais bosser le soir». Et ça, je pense que ça peut enfin moi, quand tu m'as dit ça, je me suis rendu compte à quel point ça s'appliquait aussi à moi, par moment. Mmh. Donc je repense souvent à toi et je pense que ça fera écho aussi pour les gens qui écoutent. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de cette prise de conscience-là? Ouais, en fait, oui, alors moi, quand j'ai eu, mon fils, je m'étais dit: «Bon, OK, je pars à 18h, mais c'est pas grave, je retravaillerai le soir» et cetera, et j'avais pris cette habitude, c'était même plus une question, en fait. Mmh. Je rentrais le soir, je faisais à manger, on allait manger, j'allais coucher mon fils et cetera, puis à 8h30, 9h, j'étais reconnectée jusqu'à 11h. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai eu un moment où j'ai dû pas mal me remettre en question, je me suis dit: «Mais, en fait, ça me va pas de faire tout ça. Mmh. Ça me convient pas ce rythme-là, c'est pas tenable, ça tient Mmh. un peu, mais je vois bien que je suis fatiguée et puis, que je suis moins performante aussi à cause de ça et cetera». Et en fait, en m'observant, je me suis dit: «Mais en fait, je suis en train de planifier dans ma journée», je me dis: «Bon, allez, ça, c'est pas grave, ça, c'est le truc, Mmh. la réflexion de fond, je le ferai ce soir, et cetera». Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais en fait, je vais réfléchir autrement. Je vais me dire que», alors en plus, les enfants ayant grandi, la journée, Mmh. c'est un tout petit peu plus étendu. Je vais me dire qu'à 19h, j'ai fini. Mais par contre, alors, ce à quoi je dis non, qu'est-ce que je priorise? Comment je m'organise? Est-ce que moi, je suis un peu du matin, alors je suis prête à peut-être me lever une demi-heure plus tôt demain matin pour finir ça. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, mes soirées restent à moi? Alors, de temps en temps, il y a encore des soirées où je bosse, et cetera. Et même avec plaisir, en Mmh. fait, parce que ça veut dire que je suis aussi la tête dans un projet, et cetera. Mais je me suis dit, au lieu réfléchis ton organisation en te disant que tu finis à 19h. Mmh. Et ça a vraiment changé les choses. Et qu'est-ce que ça a changé concrètement? Tu as commencé à plus dire non, à déléguer, à Bah, reporter des j'ai choses? plus dit non, Mmh. j'ai plus dit non. Je me suis dit aussi, parfois là, je passe peut-être du temps, sur des tâches qui Mmh. n'ont pas de valeur. Mmh. Et c'était marrant parce que je faisais, là encore le parallèle avec l'organisation, je faisais ce changement alors que j'amenais la transformation agile dans l'organisation Mmh mh. qui amène tout le temps à se demander: «Est-ce que ce que je suis en train de faire amène de la valeur?» Ouais. Et notamment à arrêter certaines choses. Et puis il y avait des choses, je me rendais compte, il y a parfois des je suis très sollicitée notamment parce que j'ai encore, pas mal de contacts dans le digital pour revoir telle techno, tel truc, tel machin. Il y a des fois, et je m'en excuse, Mmh. volontiers, mais je réponds même plus parce qu'il y en Mmh. a 20 par jour. Mmh. Et en fait, du coup, tout ça, il y a des choses où j'ai plus fait et Mmh. j'admets de ne plus le faire. Ouais. En fait, c'est super intéressant parce que tu as réussi à mettre des barrières, des limites, qui sont pas Ouais. faciles à mettre. Ça a été quoi ton processus pour arriver à ça? Mmh. Bah, alors honnêtement, je pense que, et là, c'est là que le yoga m'a aussi aidée. C'est qu'en fait, vu que je méditais beaucoup plus, j'arrivais beaucoup plus à m'observer et à me Mmh. rendre compte, de ce qui était juste ou pas. Et j'ai aussi, et donc c'est là que j'ai pu prendre conscience il y a plein de fois dans la journée où je me dis: «Comment je vais faire ça ce soir?» Mmh mh. Et puis aussi en lisant, et en lisant beaucoup de choses autour de la performance. Mmh. J'ai aussi compris qu'en fait, le repos, il est nécessaire, que de se ressourcer, c'est nécessaire. Et en fait, je me rendais compte que j'étais, je pense, plus impactante dans mon job, plus impactante dans mes relations, quand j'avais pris du recul. Je me rendais bien compte que mes meilleures idées, je les avais pas face à mon ordinateur, mais aussi dans des moments de ressourcement. Mmh. Donc, ouais, voilà, Mmh. ça a été tout cet ensemble-là. Puis de me Ouais. dire aussi, il y a des choses, je ne veux plus les faire, en fait. C'était fort en moi. Ouais. Je ne veux plus, ouais. Ouais. Tu es en charge de la transformation digitale, tu nous l'as dit, ça veut dire quoi, concrètement? Alors en fait, c'était transformation digitale qui est devenue, transformation tout court. Mmh mh. Et en fait, c'est vraiment travailler sur le changement, culturel de l'entreprise Mmh mh. en se disant: finalement, on est, une entreprise on est sur un sujet de la beauté où il y a beaucoup de concurrence, il y a plein de petites marques, il y a un enjeu de rapidité de sortie, un enjeu d'innovation. Donc comment est-ce que nous, finalement, on peut, changer
pour mieux répondre à ses besoins, ce qui passe beaucoup par les méthodes de travail. Et du coup, là, on est en train d'insuffler vraiment pas mal de méthodes agiles. Alors, on peut dire, OK, on change la méthode de travail, mais en fait, c'est un vrai changement culturel profond. Parce que ça change quel est le rôle du manager, quel est le rôle des équipes, qu'est-ce que le leadership. Ça va chercher très loin, en fait, dans le changement, et c'est passionnant. Et je me dis, en fait, en ayant travaillé 15 ans dans le digital, et en ayant vu quand même des projets parfois qui étaient trop longs, trop compliqués, trop de friction, trop de silos entre équipes, si j'avais eu ces clés-là avant, ça aurait été fort utile. Ouais, c'est ça. Et donc, tu es chargée d'accompagner ça à tous les niveaux de l'entreprise et de déployer ça vraiment à grande échelle. Ouais, et à grande échelle et vraiment dans toutes sortes de départements. On est en train de le faire vraiment dans toutes sortes de départements, et je pense qu'on est en train d'aller sur quelque chose d'assez unique parce qu'on est en train de toucher l'organisation au sens large. Et c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce que ça a été quoi tes grandes réalisations, tes grands apprentissages de ces derniers mois, par exemple, là, notamment avec la période? Écoute, il y en a eu plusieurs. Il y a eu déjà sur comment mener des changements dans une organisation. Vraiment on a tendance à se dire qu'il faut beaucoup pousser, mais en fait, il faut aussi beaucoup attirer et expliquer, raconter des histoires, etc. Ça, je l'ai compris. Et notamment parfois des personnes un peu réfractaires au démarrage, mais qui en fait comprennent par l'histoire, etc. Et on arrive à embarquer. Donc ça a été génial. Je me suis rendu compte qu'on se mettait aussi beaucoup de barrières entre distanciel, présentiel. Non, mais ça, on ne pourra pas le faire en présentiel. Et en fait, on y arrive très bien. Ouais. On a réussi à embarquer des équipes sur ces sujets-là, à les former, à leur faire changer radicalement de façon de travailler à distance. Ça me paraît, avant la pandémie, j'aurais jamais cru. Et j'ai aussi compris à quel point le sens de l'urgence était nécessaire pour amener le changement. Et en fait, la pandémie a eu cette énorme vertu de créer un sens de l'urgence. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça a révélé? Pareil, avec la pandémie, il a fallu sortir certains produits beaucoup plus vite, il a fallu apprendre à accélérer. Les équipes se voyaient moins présentielles, donc finalement forcer le trait de la façon de travailler, comment on met des rituels, etc., de façon de travailler, un cadre différent, et ce que ça amène. Tout ça, c'était des choses avant la pandémie qui n'avaient pas créé ce sens de l'urgence. Ouais, c'est sympa, mais en fait, la pandémie, là, il faut vraiment le faire. Et du coup, il y avait beaucoup plus d'appétence. Et alors après, tous ceux qui ont un peu intellectualisé les grands mouvements de changement comme Cotter, etc., les transformations d'organisation, ça commence vraiment par ce sens de l'urgence. Qu'est-ce qui va me donner envie de changer ? Et tout comme moi, finalement, j'ai réussi à évoluer et à changer parce que j'étais par moments dans des phases où je me suis dit, il faut vraiment que je change quelque chose qui était mon urgence à moi. Là, c'est un peu pareil. Ouais, c'est fou. En fait, c'est très intéressant les parallèles entre ton propre parcours et ce que tu as vécu et implémenté dans l'entreprise, quoi. Ouais. Avant de te retrouver pour cette interview, j'ai écouté un podcast dans la voiture. Et le débat entre l'interviewé et l'intervieweur, c'était sur la question de ça veut dire quoi être fort? Tu vois, ça veut dire quoi être fort pour faire face dans la vie? Ça veut dire quoi être courageux? Ça veut dire quoi être fort? Et je me suis dit que j'aimerais bien parler de ça avec toi. Ah, c'est une belle question. Il faut me laisser quelques instants pour y réfléchir. Moi, ce que j'ai appris, c'est que moi, j'avais vraiment une vision, j'ai beaucoup changé là-dessus, une vision de la force. Être fort, c'est être costaud. C'est vraiment un peu la culture du super-héros qui avance coûte que coûte, etc. Et alors, en tous les cas, moi, ça ne marche pas. Et j'ai compris que ma force, elle était, je pense, dans deux choses. Un, dans une une envie d'aller de l'avant. Et un peu, je pense, une vision, une intention de ce que j'ai envie d'être, etc. Donc, d'être clair là-dessus. Même si parfois, c'est pas tout clair et pas tout transparent, mais en tous les cas, d'avoir une intention. Et tout à l'heure, je parlais de mon intention, par exemple, moi, j'ai pas envie de me laisser bouffer par certaines choses, j'ai envie d'être heureuse. Ça, c'était une intention forte. Et l'autre chose, je pense, c'est aussi d'accepter sa vulnérabilité
Mmh. accepter qu'il y a des moments où ça va pas, oser le verbaliser, le dire et rester dans cette espèce d'authenticité Mmh. parce qu'en fait, ça dédramatise tout Ouais. et Ouais. heu et du coup, je me dis: «En fait, une fois que c'est dédramatisé, on arrive à avancer et on arrive à se remettre en selle et cetera». Ouais. Et ça, c'est un vrai gros sujet, à la fois pour, trouver les manières de partager et aussi pour créer le cadre dans lequel les gens peuvent partager. Toi, Ouais. en tant que leader et en tant qu'individu, comment tu as trouvé, comment tu as réussi à aller vers cette idée-là que c'était OK de partager, les moments plus difficiles? En fait, en partageant, heu, je me suis rendu compte qu'en le partageant, j'avais, des relations beaucoup plus fortes et plus vraies Mmh. et des discussions plus fortes avec les gens, en fait et on Mmh. rentrait aussi dans un niveau de confiance qui était tout autre. Mmh. Parce que, le côté armure de fer, en fait, il est pas hyper intéressant, en fait. Ça montre pas beaucoup d'aspérité Mmh. et je me suis rendu compte, j'avais des discussions ouais, ça a Mmh. été vraiment ça qui m'a mis en confiance de le faire. Mmh. Et puis aussi, je pense que c'est un peu modélisant de pouvoir dire: «Bah, en fait, oui, c'est pas toujours tout rose, et cetera» et de se dire: «C'est OK, apprenons à vivre avec ça», Mmh. plutôt que de vouloir jouer des rôles, où tout va bien tout le temps et Ouais. je trouve ça enfin, parce que tout le monde le vit des hauts et des bas, mais je trouve Ouais. ça quand même plus intéressant quand on l'assume et qu'on en fait, chacun nos forces, en fait. Et en t'écoutant, je vois les parallèles incroyables avec, les enseignements du yoga et de la méditation aussi. Cette idée d'accueillir ce qui est, plutôt que d'être dans Exactement. cette posture de, «Mais non, ça fait pas mal, mais non, je ressens rien, mais non, carry on», qui marche pas en fait, qui a ses C'est limites. ça et en fait, d'apprendre à observer: «OK, là, je suis pas à l'aise du tout, mais qu'est-ce que Mmh. ça m'apprend? Mmh. Là, je me sens triste, qu'est-ce que ça m'apprend? Là, j'ai la grosse patate, mais Mmh. qu'est-ce qui m'a donné cette grosse patate?» Mmh. Enfin, voilà. Ouais, ouais, c'est clair, c'est hyper riche. Et un peu dans cette idée, un peu en lien avec cette idée de force et de courage, qu'est-ce que tu essaies de transmettre à tes enfants? Qui sont un peu pré-ados, en fait, maintenant, j'imagine? À Oui, 9 oui, ans, je oui, sais là, pas? clairement. Ouais, Oui, oui, non, mais 12 ans, clairement, là, on est voire là-dedans. ados. Voilà, Mmh. moi, ce que j'essaye de leur transmettre, c'est marrant, on est en train de faire tout un petit travail ensemble, c'est rigolo. Mmh mh. Déjà, d'apprendre à parler de leurs émotions, à les Mmh. identifier, à se connaître. Moi, j'ai l'impression que de se connaître, c'est quand même la clé de beaucoup de choses, savoir Ouais, ce qu'on ressent. ouais. Donc là, on a mis en place à table, tous les soirs, on fait un petit tour de table où chacun raconte comment a été sa journée. Mmh. Alors, ça a commencé par des conversations, ben, ça va bien et pourquoi? Ben, c'était bien. Bon, OK. Ouais. Voilà, mais petit à petit, on va beaucoup plus loin et ça crée quelque chose de riche. Donc ça, c'est quelque chose pour moi où j'ai vraiment envie de leur apprendre. J'ai évidemment envie de leur passer de l'amour inconditionnel Mmh. et alors ça, c'est joli sur le papier, mais c'est pas toujours facile de Mmh. rester dans l'inconditionnel hein, parce que Mmh. parfois ils font des bêtises, Mmh. parfois et on s'attend à ce qu'ils fassent quelque chose ou qu'ils réussissent un truc et puis Mmh. on n'y est pas du tout. Mmh. Mais vraiment de leur montrer: «OK, Mmh. parfois tu m'agaces, mais je t'aime inconditionnellement» Ouais, ouais. et ben c'est pas toujours évident. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, d'avoir des expériences variées, de rester curieux. Ouais. La lecture chez nous, c'est important, par exemple. Donc Mmh. ça vraiment de leur apprendre ça et puis, quand même aussi de travailler, d'être travailleur, de un petit peu chercher à se dépasser, et de comprendre aussi cette fameuse histoire de zone rouge. Ouais. Ouais, de leur apprendre tout ça Mmh. Ouais, et je pense aussi, dernière chose à laquelle je pense, excuse-moi, non, non. c'est, aussi une notion de simplicité. Mmh. Que en fait, les moments souvent les meilleurs et les plus beaux, ils sont gratuits, ils sont sympas et c'est très Mmh. chouette. Mmh. Tu en as parlé tout à l'heure avec ton coach, à domicile, mais aujourd'hui, à quoi ça ressemble le temps pour toi? Alors je sais pas dans quel sens prendre la question, si c'est comment j'organise mon temps, ce que j'aime faire de mon temps ou comment Ouais. mon rapport au temps? Bah, tu peux les 2 sont intéressants. Mmh. Alors mon rapport au temps, il se calme, hein, parce que j'étais d'une nature toujours très impatiente. Alors j'ai toujours le défaut de vouloir faire plein de choses et cetera, donc à un moment, il faut Mmh. que j'apprenne à me canaliser, à me dire: «OK, je commence par quoi? J'y vais Mmh. dans quel ordre? Je ne peux pas tout faire». Ça, c'est un grand chemin que j'ai parcouru.
Et avec notamment le yoga et puis d'autres sports que je pratique, je me rends compte que vraiment j'essaie de rester beaucoup plus dans l'instant et de regarder ce qui est. Je me suis rendu compte que j'avais une tendance à beaucoup me projeter et qu'en général, mes projections ne sont pas nécessairement les bonnes et qu'en plus de ça, ça me met en stress. Donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Et donc du coup, de beaucoup plus être dans l'instant. Et moi, mes journées, je me lève assez tôt le matin. En général, je fais du yoga. Ensuite, je vais réveiller les enfants. Donc ça, je dis aussi aux jeunes parents, quand on a passé une nuit pourrie, etc., ça sert à rien de vouloir se lever une heure avant. J'arrive à le faire parce que Ouais. mes enfants sont plus grands, on dort bien la nuit. Ouais. Et du coup, j'ai l'énergie pour le faire, ce que je Ouais. n'aurais pas eu il y a quelques années. Ouais. Donc voilà, je fais un peu de yoga. Ensuite, je vais réveiller les enfants, mon mari, on prend un petit déj tous ensemble. J'emmène les enfants à l'école où mon mari le fait. Je me mets au boulot, voilà, je travaille entre midi et deux, j'essaie d'aller faire un peu de sport souvent ou d'aller marcher, enfin, en tous les cas, de me réénergiser physiquement. Je retravaille l'après-midi. Puis le soir, c'est soit un temps, soit de série avec mon mari, soit de lecture. Je fais aussi une formation de coaching, donc j'ai pas mal de boulot avec ça. Donc c'est aussi de la lecture, parfois des coachings. Enfin, voilà. Donc les soirées sont variées. Puis les week-ends, c'est du temps en famille, du temps pour moi. J'essaie vraiment en fait de me dire les week-ends, temps tout seul, temps à deux, temps à quatre. Et puis Ouais. aussi temps parfois voilà, à deux avec chacun des enfants, etc. Donc j'essaie vraiment d'avoir cet équilibre-là pour que j'ai aussi des espaces de ressourcement. Ouais, donc pareil, tu as cette idée enfin, tu designes ton week-end avec l'intention de vraiment nourrir tous ces éléments-là. Enfin, tu les programmes dans cette idée-là, quoi, c'est ça? Ouais, et Mm. en fait, je me rends compte quand je mets un peu moins d'intention dans mes week-ends, Mm. etc., au bout d'un moment, parfois, je me régénère pas aussi bien parce que Mm. j'ai loupé un des aspects qui est important pour moi. Mm. Et le dimanche soir, il peut y avoir de la frustration. Mm. Et sur ton temps pour toi, donc tu en prends le week-end, donc tu as aussi ces moments de sport entre midi et deux. Tu as des passions, des choses qui te nourrissent? Du coup, moi, il y a mon yoga que j'aime beaucoup faire. Il Mm. y a, je lis énormément. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu lis? toutes sortes. Il y a plein, que ce soit des romans, que ce soit là, en formation de coaching, il y a beaucoup de livres à lire aussi là-dessus, du développement personnel, des livres aussi. Honnêtement, le changement qu'on est en train de faire chez l'Occitane, c'est assez nouveau. Donc, j'ai besoin de beaucoup me nourrir de plein de choses. Voilà, donc toutes sortes de choses. Mm. Qu'est-ce que tu as lu récemment qui t'a particulièrement inspiré? Il y a un livre que j'ai lu là, autobiographique, qui m'a vraiment marqué, que j'ai trouvé très chouette. C'est Éduquer, Mm. ça s'appelle. C'est l'histoire d'une jeune femme mormone qui a été déscolarisée et qui, à force de volonté, de travail, etc., et alors franchement, elle partait de loin, a réussi à intégrer Harvard. Wow. Ouais, et elle a été soutenue par la fondation de Bill et Melinda Gates. Mhm. Et donc, c'est son autobiographie que j'ai trouvée passionnante. Mhm. Voilà, et j'étais pleine d'admiration. Ouais, ouais, ouais. On mettra peut-être des liens de bouquins que tu conseilles qui t'ont Ah plu. ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que la Très bien. liste peut être longue, qu'on pourrait Oui, passer elle est vite. assez longue, ma liste. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé en détail et dont tu t'aimerais parler, que tu aimerais transmettre? Non, moi, en fait, je pense un peu aux jeunes parents, en Ouais. fait, parce que je pense que ton podcast touche aussi des gens qui sont à la recherche de cet équilibre. Mm. Et en préparant aujourd'hui, enfin, quand je préparais ce qu'on allait se dire aujourd'hui, je me disais, il y a quand même aussi beaucoup de pression sur notamment les femmes. Moi, je sais que quand je suis devenue jeune maman, il y avait le livre de Sheryl Sandberg qui venait de sortir, de mettre le coup d'accélérateur, on peut tout avoir, etc. Et en fait, j'avais lu, oui, on peut tout avoir, mais peut-être pas tout en même temps. Mm. Et je trouve ça très riche, en fait, et de, quelque part, un tout petit peu se foutre la paix aussi. Mm. Et de trouver, apprendre à se connaître dans ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource. Le temps qu'on a envie de passer avec les enfants, le temps qu'on a envie de passer avec soi et de se dire, bon, peut-être qu'un moment, c'est un moment de vie, en fait, ça passe très, enfin,
tout le monde nous le dit, mais ça passe vite ce moment où ils sont petits. On ne s'en rend pas forcément compte quand ils sont tout petits parce qu'il y a parfois une journée de 24 heures a l'impression d'en durer 72. Mais en fait, ça passe vite. Et donc, c'est qu'un instant de vie. Puis, il y a des choses qui n'étaient plus là qui vont revenir. Et juste de laisser un tout petit peu le temps et d'aller à un rythme qui soit convenable. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Puis une carrière, c'est long en fait. C'est 45 ans quasiment une carrière. Donc par moment, il y aura peut-être des moments où ils seront un petit peu moins intenses et ça ira. C'est très fort ce que tu dis parce que je me souviens quand on avait échangé, on parlait de cette idée de cette envie de prouver aussi que c'est possible. Et tu as raison, le livre de Sheryl Sandberg, moi je l'ai trouvé autant libérateur que pressurisant en fait. Parce que, Exactement. Ouais, parce qu'à la fois, bah oui, you can have it all, mais ouais, ça met une pression importante. Et je trouve ça très fort ce que tu rappelles sur le fait que le temps passe très vite avec les petits, mais que la carrière est longue. Parce qu'on a cette pression de se dire, ben, c'est maintenant, les opportunités elles sont maintenant, elles sont à la trentaine quand on a des enfants, donc il ne faut pas louper le coche, sinon on va passer à côté, on va nous cataloguer, machin. Et non, en fait. Ouais, et puis il y a peut-être des choses à saisir, des choses à pas louper, certainement. Mais du coup, de regarder comment le tout s'équilibre, en fait. Ouais, et de définir ce tout pour soi. Exactement, parce qu'après, je trouve que les conséquences d'essayer de tout faire, tout avoir, par moment, je l'ai vu sur des amis, sur moi aussi dans une moindre mesure, mais par moment, c'est pas joli ce qui finit par arriver, donc juste de s'accorder un tout petit peu ce temps. Ouais. Et ton mari, lui, il a vécu les choses de la même manière? Parce on parle beaucoup de notre expérience de femme, mais les hommes... Mon mari, alors, c'est marrant parce que mon mari est un papa hyper impliqué, etc. Donc, lui, je pense il a aussi senti qu'à un moment donné, notre rythme de vie avait un peu changé, mais alors, il se mettait beaucoup, beaucoup moins la pression que moi. Mais je pense qu'on lui renvoyait aussi beaucoup moins de pression. Parce que moi, ce qui m'a frappée, c'était quand même, quand j'ai accouché, c'est ah, mais du coup, tu reprends à plein temps. Ah bon, tu reprends à plein temps? Mais jamais on n'a posé cette question à mon mari. Ça ne serait venu à l'idée de personne de me dire, mais tu vas reprendre à 80%. Donc, ça, c'était assez frappant, en fait, de se dire, il n'a pas déjà ce retour-là. Tu n'en feras pas assez, soit pour ton job, soit pas assez pour tes enfants. Il n'a déjà mis ce retour-là. Donc, on en a pas mal discuté. Il n'avait pas cette culpabilité que moi, je pouvais avoir, soit vis-à-vis de mes enfants, soit vis-à-vis de mon travail. Et ce sentiment, finalement, de se sentir un peu coupable tout le temps, il ne l'a pas eu. Ouais. Et dont toi, tu as réussi à te défaire grâce à tout ce que tu as découvert sur toi et à la définition de tes envies, à toi. Exactement. Exactement. Et puis, je pense que les enfants qui grandissent remettent un petit peu d'équilibre aussi, tout simplement. Mais oui, alors ça, c'est intéressant que tu dis ça. Je me souviens d'un post il n'y a pas longtemps de Agnès Labbé que j'avais eu dans le podcast plusieurs fois, qui est du compte 4 enfants sur Instagram et qui a un blog. Et qui disait ça, qui disait message d'espoir aux parents de jeunes enfants, quand le dernier, a dans les 6 ans, ça commence vraiment à aller mieux. Et j'avais dit, moi, ma petite a 3 ans, et ça m'avait fait du bien de dire ça. Je me suis dit, ok, en fait, ça s'allège un petit peu à un moment donné, quoi. Bah oui, j'ai trouvé vers 4-5 ans déjà, ça va mieux, en fait. T'es moins dans cette... dans le tout soin, l'aide en permanence, un peu plus d'autonomie. Ouais. Et en fait, c'était même, j'ai trouvé ce moment était marrant, c'était mais là je retrouve du temps pour moi, j'en fais quoi? Ouais. Donc on prévoit une liste, c'est ça, de trucs qu'on a envie de faire pour savoir comment s'occuper. Voilà. Ok. De quoi t'es fière, Anne? Eh ben moi, je suis fière de continuer d'avancer, de me construire, de me développer, de plus en plus de le transmettre aussi. Et je voulais pas rentrer dans les statistiques. Et ben finalement, j'ai l'impression de ne pas être rentrée dans les statistiques. Ouais, c'est joli. Merci beaucoup de ton partage. Je pense qu'il va faire du bien à beaucoup de personnes. Et puis, on va suivre tes aventures avec intérêt, tes formations et tout. Ça sera chouette d'avoir de tes nouvelles. Ouais, écoute, merci beaucoup Sandra. C'était un véritable plaisir d'échanger sur ces sujets-là. Merci ma chère Anne pour ton partage si sincère.
Avant de vous souhaiter un bel été, je vais vous demander un petit coup de pouce. Pour soutenir le podcast, prenez quelques minutes pour noter et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire découvrir tout ce travail à d'autres, à le faire vivre, à le faire avancer. Alors merci d'avance à celles et ceux qui prennent juste quelques instants pour le faire. Je vous retrouve le 8 septembre pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous, écoutez-vous. Je vous prépare de belles surprises pour la rentrée. À très bientôt mes chers équilibristes.